La destruction des moulins à eau et ses conséquences sur la gestion de nos eaux. Inondations, sécheresses et écocides. Après les sécheresses des étés 2019, 2020 et 2022, ces dernières années ont été marquées par d'importantes inondations. On se souvient en particulier de celle du Pas-de-Calais en 2023, de la Vilaine en 2025 et celle d'ampleur inédite survenue cet hiver 2026. Si l'intensité ou la faiblesse des pluies explique ces phénomènes extrêmes, la récente politique de restauration de la continuité écologique, ayant consisté à promouvoir et financer la destruction de milliers de retenues d'eau anciennes de moulins et d'étangs sur nos rivières, est également pointée du doigt comme facteur aggravant par plusieurs spécialistes de l'hydrologie. Cette vidéo tend à rendre compte des conséquences de cette politique sur la recrudescence des inondations en France, de la perte des ressources en eau de notre territoire, ainsi que son atteinte à ces milieux naturels. Elle a été visée par M. Christian Lévesque, hydrobiologiste, et M. Pierre Potera, géologue et géotechnicien, tous deux auteurs d'ouvrages scientifiques consacrés à cette question. Voici représentée une rivière de plaine dans son lit mineur et la vallée qu'elle a creusée au fil des siècles, ou lit majeur. De part et d'autre de cette vallée se trouvent les versants résultant de l'érosion du plateau. Les villages bordant la rivière sont situés en pied de versant, afin d'éviter d'être inondés lors des fortes pluies qui peuvent provoquer le débordement de la rivière du lit mineur vers le lit majeur. Sur la rivière, en bas du village, se trouve le moulin et son organe principal, la chaussée. Ce petit barrage en pierre muni de vannes élève le niveau de la rivière en amont et forme ainsi une chute d'eau qui entraîne la roue du moulin. Cette élévation est reproduite comme nous pouvons le voir sur le plan de coupe de la vallée et sur son profil en long. Le moulin est situé le plus souvent sur un bief, canal creusé de la main de l'homme permettant de dériver vers lui les eaux de la rivière. En son amont et son aval se trouvent d'autres moulins et leurs chaussées, lesquels s'échelonnent tous les 500 mètres à 2 km de rivière. Outre l'élévation du niveau des eaux et l'augmentation de leur volume, cette succession de petits barrages ralentit la vitesse des eaux comme matérialisée sur le plan de profil en long en créant 3 régimes d'écoulement, eau courante à l'aval de la chaussée, eau lente en amont de la chaussée et eau à vitesse intermédiaire entre les deux. Voyons maintenant la même rivière après la destruction de la chaussée du moulin. Sa disparition va fortement abaisser le niveau d'eau en amont de la chaussée sur plusieurs centaines de mètres et en accélérer sa vitesse d'écoulement. La baisse du niveau d'eau entraînera également la vidange progressive de la nappe alluviale contenue dans les terrains adjacents, car son niveau est calé sur celui de la rivière, selon les travaux de Darcy. En temps normal, les terres proches des rivières peuvent renfermer 20 à 30% d'eau, soit un volume d'eau stocké très important à l'échelle française. L'enfoncement de la nappe provoquera aussi, à terme, l'assèchement des mares et zones humides bordant la rivière et détruira les habitats théoriquement protégés très riches en biodiversité. Ce schéma d'une rivière sans chaussée correspond à une situation de printemps ou d'automne, lorsque les débits sont moyens sur la rivière. Voyons maintenant ce que cela donne l'été. Au cours de cette saison, les débits baissent fortement sur les rivières, jusqu'à atteindre des débits d'étiage représentant le 10e, voire le 20e de ce qu'ils sont en régime moyen. La présence de la chaussée assure le maintien d'un niveau d'eau élevé et le stockage de grands volumes d'eau, aussi bien dans la retenue en amont que dans la nappe alluviale. Notons qu'en cette période, la nappe correctement rechargée va soutenir le débit de la rivière à l'aval de la chaussée en lui restituant lentement son eau. Voyons maintenant la même situation l'été sans la présence de la chaussée. En l'absence de retenue, le fil de l'eau baisse plus ou moins rapidement sur l'ensemble du lit de la rivière, jusqu'à des niveaux d'étiage qui conduisent de plus en plus fréquemment au tarissement de certaines portions du cours d'eau et de ses affluents, entraînant en même temps la disparition de nombreux habitats favorables à la biodiversité, en particulier celle aquatique. De son côté, la nappe alluviale fortement abaissée ne peut plus soutenir le débit de la rivière, ce qui accentue l'assèchement et le risque de rupture d'écoulement de cette dernière. Les causes de ce défaut de soutien ont pour origine la faible vitesse de circulation des eaux de la nappe. Une fois abaissée, celle-ci n'aura plus suffisamment de temps pour se recharger lors des crues suivantes. Il est à noter que l'absence d'apport en eau fraîche et en partie dépolluée de la nappe vers la rivière va également augmenter la température de l'eau et les concentrations de polluants présents dans celle-ci. Voyons maintenant la situation du cours d'eau et de la vallée en hiver. L'hiver, les débits augmentent fortement dans les rivières, et cela jusqu'à plus de 10 fois leur débit moyen interannuel. Les cours d'eau se gonflent et le meunier ouvre alors les vannes progressivement pour faire passer les eaux et éviter qu'elles ne débordent en amont de la chaussée. Cette situation va permettre une élévation progressive et homogène des eaux sur l'ensemble du lit mineur, de l'amont vers l'aval, par un effet de vase communicant de chaussée à chaussée. Le lit mineur, déjà correctement rempli à l'amont des seuils, finira par déborder rapidement dans le lit majeur.
Élargissons notre vue à l'ensemble du bassin versant, dit en forme de chevelu hydrographique avec sa succession de chaussées de moulins. À mesure que le débit augmente, les eaux s'élèvent de façon homogène dans le lit mineur sur l'ensemble du bassin. Une fois le lit mineur rempli, ces eaux se mettront alors à déborder, théoriquement de l'amont vers l'aval. Sans les chaussées, la situation est différente. Le niveau des eaux est beaucoup plus bas et celles-ci, désormais non ralenties, prennent de la vitesse, du volume et de l'énergie à mesure qu'elles progressent vers l'aval. Ce violent débit amènera par la suite à un surcreusement non négligeable dans le lit des rivières d'une dizaine de centimètres par décennie environ, qui accroîtra les désordres observés. Dans le cas de fortes précipitations et toujours en l'absence de chaussée, les portions en aval du cours d'eau vont donc recevoir rapidement une plus grande quantité d'eau pendant qu'en amont, le lit mineur ne sera pas encore plein, les eaux s'évacuant facilement. Celles-ci ne déborderont donc pas à ces endroits comme elles le faisaient auparavant avec les chaussées. Les débordements vont alors se concentrer dans les parties moyennes et inférieures du bassin versant, aux endroits où la vallée est rétrécie pour des raisons géologiques ou bien à la confluence des affluents avec la rivière. Ces débordements seront donc potentiellement plus dangereux et dévastateurs puisqu'ils vont concentrer des quantités d'eau beaucoup plus importantes sans les chaussées participant à l'écrêtage des crues en amont. Notons que peu de temps après la fin des précipitations, la rivière rentrera alors rapidement dans le lit mineur, si bien que nous parlons de crues éclairs. Voici les deux courbes de débit théoriques à l'aval du bassin versant dans les deux situations. Dans le premier cas, les chaussées permettent une élévation homogène des eaux, puis des débordements dans les lits majeurs de l'amont vers l'aval. Le débit à l'aval va donc doucement augmenter. Dans le deuxième cas, l'absence de chaussée limite, voire interdit, ces débordements précoces et concentre les débits à l'aval, comme matérialisé par cette courbe en flèche. On remarquera sur la courbe en cloche qu'après l'épisode pluvieux, le débit diminuera doucement puisque les eaux stockées dans les lits majeurs lors de la crue s'évacueront progressivement. Ajoutons que les débordements saisonniers de la rivière sont primordiaux pour la recharge de la nappe alluviale. À titre indicatif, les alluvions des vallées peuvent stocker par tranche de 1 mètre jusqu'à 250 000 m3 d'eau douce par kilomètre carré, ce qui constitue à l'échelle nationale des quantités d'eau douce considérables qu'il convient de préserver. Pour toutes les raisons évoquées dans cette vidéo et plus encore, 5 des meilleurs spécialistes des eaux, dont messieurs Lévesque et Potera, ont signé en octobre 2023 un avis appelant à respecter le choix des parlements pour que cesse la promotion et le financement des destructions des retenues d'eau anciennes. Pour conclure, et comme il le rappelle, loin d'avoir dénaturé nos rivières comme le prétend la doctrine en vigueur, ces milliers de petits barrages de moulins ou d'étangs sur notre territoire n'ont fait que succéder historiquement à ceux des castors. Ceux-ci présentent en effet les mêmes avantages sur la préservation des eaux, le remplissage des nappes et l'écrêtage des crues. Admirablement adapté à la saisonnalité marquée des pluies et des débits sur nos rivières, le remarquable patrimoine des moulins à eau de France est au cœur de la préservation et de la régulation de nos eaux depuis des siècles. Préservons-le, cessons de le détruire.